Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais, moi, vous faire une présentation un peu plus spécifique sur les enjeux de l'amiante dans tout ce qui est travaux de voirie. On a vu précédemment euh, un point plus généraliste sur le BTP. Là, l'objectif est de faire un focus sur la voirie. Et donc, avec les nouveaux rapports qui sont attendus dans les travaux de voirie et la conséquence de la nouvelle norme, on en a parlé juste avant dans la table ronde. Donc, très rapidement, Protis, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est un éditeur de logiciels. Et on travaille depuis de nombreuses années justement à accompagner les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux, les exploitants de réseau et les opérateurs de repérage dans la gestion de leurs projets ou de leurs chantiers. Sur la voirie, on est notamment connu avec la solution protis.fr pour tout ce qui est gestion de la réglementation anti-endommagement des réseaux. Et l'ensemble de ces acteurs ont été impactés par les évolutions réglementaires autour de l'amiante voirie. Et donc, on a développé des nouvelles solutions pour les accompagner sur ces sujets. Donc, comme le disait Xavier, l'idée, c'est d'abord que je vous présente quelques enseignements clés issus d'un baromètre qu'on réalise tous les ans sur la perception du risque amiante par l'ensemble des professionnels. Derrière, de faire un point sur les dernières évolutions réglementaires sur la partie amiante voirie, de voir, donc c'est l'objet de cette conférence, quels sont les impacts pour les rapports qui doivent être réalisés lorsque l'on réalise des travaux sur la voirie et quelles incidences en termes d'obligations pour les différentes parties prenantes et process métier. Donc, tout d'abord, quelques enseignements clés du baromètre qu'on réalise tous les ans avec Harris Interactive. Donc, c'est une enquête que l'on réalise auprès de l'ensemble des professionnels. Vous voyez, donneurs d'ordre, opérateurs d'opérage, entreprises de travaux, pour comprendre et étudier avec eux leur perception du risque amiante. Deux enseignements clés. Le premier, c'est qu'après 2 années de pause, en fait, liées au Covid, où l'ensemble des professionnels avaient d'autres sujets prioritaires à adresser, on voit qu'il y a de nouveau une volonté de l'ensemble des professionnels de travailler sur ces sujets et sur ces enjeux d'amiante, et notamment au travers d'une appropriation de cette réglementation. Et notamment donc, la réglementation amiante voirie, donc la NFX 46-102, on voit que désormais, quasiment 2 tiers des professionnels sont au courant que cette réglementation existe. On était aux alentours de 50% l'an dernier et il y a 2 ans, parce que l'ensemble des directions QSE ou des directions métiers avaient vraiment d'autres sujets prioritaires. Donc, meilleure connaissance de cette réglementation et du coup, volonté de l'ensemble de ces acteurs de mettre en place des processus métiers pour s'adapter et pouvoir gérer les nouvelles obligations qui sont induites par cette réglementation. Donc là encore, 57% ont mis en place des processus où ils travaillent. Donc il y a une vraie volonté de l'ensemble des acteurs de s'approprier cette réglementation. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que dans les faits ou dans la pratique, il y a encore un certain nombre d'axes d'amélioration. Déjà, dans la compréhension finalement de ce qui est attendu, on voit que par exemple, une des questions était, parmi ces matériaux, quels sont ceux dont la présence doit être analysée. Donc, sans surprise, on voit que la majorité des répondants, 92%, alors il y a un problème on ne voit pas finalement le… Hein? Non, non, mais on ne voit pas à quoi ça correspond les couleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les 92%, ça correspond à l'amiante industrielle. Par contre, on voit que seulement 58% des personnes pensent qu'il faut analyser l'amiante naturelle. Or, le législateur est revenu à de nombreuses reprises là-dessus et il y a notamment un arrêté laboratoire qui est venu repréciser l'ensemble de ces informations. C'est bien l'amiante industrielle et l'amiante naturelle qui doivent être analysées. Donc là, il y a encore du travail de pédagogie à réaliser pour que l'ensemble de la profession ait une pleine conscience et pleine connaissance des obligations attendues. Deuxième élément, comme je disais, il y a un décalage entre la volonté théorique et ce qui se fait dans la pratique. Aujourd'hui, il y a quelque part un principe de réalité où cette réglementation, elle est récente, parce que voilà, la norme est sortie seulement l'an dernier.
Et on voit qu'aujourd'hui, seuls 14% des professionnels estiment appliquer la réglementation dans 100% des cas. Donc, il y a encore beaucoup de travail de pédagogie à mettre en œuvre avec les différents acteurs. Des conférences comme celle de ce matin travaillent en ce sens. Mais voilà, avant d'arriver aux 100%, je pense qu'il va y avoir encore pas mal de travail. Donc ça, c'était les premiers enseignements que je voulais vous partager. Et derrière, faire… Alors, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des dates, parce que sinon, je pourrais y passer un certain temps, mais peut-être pour revenir par rapport à quelques questions qu'il y avait sur la table ronde, pour dire où on en est justement sur les éléments normatifs et les arrêtés. Donc, effectivement, l'ensemble des normes sont sorties sur la partie voirie. Il y a 2 normes pour information qui sont sorties. Ce qu'on appelle la NFX 46-102 qui, si je simplifie, vulgarise, sont vraiment lorsqu'on réalise des travaux sur voirie en zone urbaine et traite également de tout ce qui va être canalisation. Et une autre norme, la NFP 94-101, qui est sur ce qu'on appelle les sols en place. Donc, c'est lorsque vous allez réaliser des travaux en zone rurale et que vous allez intervenir sur des sols qui n'ont pas été remaniés encore par l'homme. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les dernières informations de la DGT disent que les arrêtés compétences, donc c'est les arrêtés qui vont définir les compétences attendues par les opérateurs de repérage pour pouvoir justement s'appuyer sur ces normes et réaliser les repérages selon les nouveaux processus attendus par la norme. Ces arrêtés sont quasiment rédigés. En fait, ils vont les présenter auprès d'un certain nombre d'instances pour avoir un avis. Et l'objectif est normalement que ces arrêtés sortent d'ici cet été. Donc, à partir du moment où les arrêtés vont être sortis, derrière, il y a des organismes de formation qui vont proposer de nouvelles formations à destination de ces opérateurs de repérage pour qu'ils puissent réaliser les analyses conformément à cette norme. En complément, parce que tout ça n'est pas évident, il y a 2 fascicules qui sont en cours de rédaction, un à destination des maîtres d'ouvrage et un à destination des opérateurs de repérage, pour justement vous accompagner dans la prise en main de cette norme. Dernier élément sur cette frise que je souhaite rappeler, c'est que l'ensemble de la profession souvent s'appuyait sur ce qu'on appelait le guide IDRIM, qui permettait d'aider la caractérisation des enrobés bitumineux. Ce guide est aujourd'hui plus applicable parce qu'il fait référence à un certain nombre d'éléments qui sont désormais obsolètes ou contredits par la norme. Donc, je vous invite vraiment à vous appuyer sur la nouvelle norme et puis sur le guide IDRIM. Alors justement, une des différences par rapport au guide IDRIM, entre le guide IDRIM et cette nouvelle norme, petite question. Lorsque vous faites faire un repérage sur la voirie, quelle partie devez-vous analyser? Donc, est-ce que vous devez faire analyser la surface des chaussées si vous travaillez, si vous devez intervenir sur la chaussée? Est-ce que si vous intervenez sur le trottoir, vous devez faire analyser la surface de trottoir? Si vous décaissez en dessous, est-ce que vous devez faire analyser les remblais? Et enfin, si vous êtes dans un lieu, un sol non remanié par l'homme, est-ce que vous devez faire analyser les sols en place? Voilà, on va laisser voter quelques minutes. Donc là, c'est juste, cher public qui a été à distance, c'est des réponses multiples. Hein. Donc, tout à fait. Il y a plusieurs, c'est 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Allez, on vous laisse encore 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Voilà, top. Allez, Benjamin, tu vas nous présenter le résultat. Voilà. Alors, on a plutôt un public qui connaît la réglementation, si ce n'est sur les remblais, on va y revenir. Les surfaces de chaussée, bien évidemment. Les surfaces de trottoir, c'est justement quelque chose qui a évolué par rapport au guide IDRIM, parce que le guide IDRIM, souvent, il y avait tout un tableau, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui laissait entendre qu'on n'avait pas besoin d'analyser les trottoirs. Or, il peut y avoir de l'amiante industrielle ou naturelle dans les trottoirs. Sur les sols en place, effectivement, avec la norme spécifique qui a été définie.
concernant les remblais, ça fait partie des exclusions de la norme, parce que le législateur et l'ensemble des personnes qui ont travaillé dans le groupe normatif ont défini que c'était des éléments trop hétérogènes pour pouvoir en tirer une conclusion fiable. Et donc, les remblais ne font pas partie des éléments, des structures à analyser. Donc, c'était la réponse A, B et D. Et donc là, nous, quand on avait demandé à l'ensemble des professionnels, voilà, on avait également surface des chaussées qui étaient largement représentées, mais pas mal de répondants qui pensaient que la surface des trottoirs ne devait pas être analysée. Donc là encore, les personnes présentes à cette conférence ont une meilleure connaissance de la réglementation. Donc tout ça nous amène, et c'est l'objet de cette conférence ce matin, quelles sont les incidences par rapport au rapport. Donc j'ai essayé de vous lister, alors ce n'est pas exhaustif, parce que sinon il faudrait lire l'ensemble de la norme, mais finalement les impacts et les éléments attendus par rapport au nouveau rapport, encore une fois, vraiment sur les travaux voirie, impact lié par la norme et l'arrêté qu'on appelle l'arrêté dit laboratoire, l'arrêté de 2019. Donc, les principaux points à retenir, c'est qu'il y a différents types d'ouvrages qui sont analysés, pas seulement les chaussées, mais également les trottoirs, les aménagements urbains, ainsi de suite. Donc ça, c'est la grosse évolution. La méthodologie également et la grosse évolution dans la préparation, la réalisation et la synthèse du rapport. Historiquement, finalement, un maître d'ouvrage allait commander une analyse en faisant des points de prélèvement, et sur la base de ça, le maître d'ouvrage allait imaginer, enfin, se déterminer pour savoir s'il y avait ou non de l'amiante. Cette nouvelle norme et les nouveaux rapports attendus doivent définir ce que l'on appelle des ZPSO, des zones présentant des similitudes d'ouvrage. Et donc, ça permet vraiment au maître d'ouvrage de sécuriser l'ensemble de son projet, parce qu'il y a toute une méthodologie avec des pas de prélèvement, de sondage qui ont été définis, pour dire l'ensemble de la zone, finalement, je m'engage, enfin, l'opérateur de repérage va s'engager pour dire l'ensemble de la zone contient ou non de l'amiante. Élément important, donc je l'ai dit précédemment, mais c'est bien les 6 variétés d'amiante, l'amiante industrielle et l'amiante naturelle, qui doivent être analysées. Par le passé, on pouvait avoir un certain nombre de CCTP où le maître d'ouvrage allait demander qu'une analyse sur l'amiante industrielle. Et dans le rapport, il y a un certain nombre d'éléments qui sont attendus. Alors, il n'y a pas une formalisation comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec, par exemple, 18 points réglementaires attendus. Mais il y a quand même dans la norme un certain nombre d'éléments qui sont précisés et qui sont attendus de manière obligatoire. Donc, une localisation précise des prélèvements, une localisation précise des ZPSO associés, et des informations qui doivent être présentes dès la page de couverture du rapport, comme par exemple le fait de savoir s'il y a ou non présence d'amiante, pour permettre au maître d'ouvrage de rapidement avoir l'information. Des éléments comme le nom de l'organisation qui a commandé le rapport, le nom de l'entreprise, enfin de l'opérateur de repérage qui a réalisé le rapport, et la désignation du type d'ouvrage, parce que, comme je vous le disais, cette réglementation s'applique à la fois sur la voirie, mais également sur des canalisations, sur un certain nombre d'ouvrages. Et dernier point, les rapports d'essai du laboratoire doivent être présents, ainsi que les numéros d'accréditation qu'ont les laboratoires. Donc, tout ça, l'objectif, c'est de permettre de mieux structurer, de mieux harmoniser finalement les rapports par rapport à ce qui pouvait être fait par le passé, dans une logique d'amélioration continue pour l'ensemble des professionnels, et aussi dans une logique derrière de pouvoir réutiliser ces rapports. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, avec cette nouvelle organisation, ce nouveau processus, un maître d'ouvrage, lorsqu'il va avoir un projet, il va déjà pouvoir analyser s'il y a
des informations disponibles. L'objectif du législateur n'est pas de faire ad vitam aeternam des rapports, c'est de pouvoir capitaliser sur l'existant. Donc, le maître d'ouvrage va regarder si lui, il a des informations. S'il n'en a pas, il va pouvoir contacter le gestionnaire de voirie, parce que dans les textes, notamment dans le décret, il a été précisé que le gestionnaire de voirie, en tant que propriétaire de la voirie, l'objectif, c'est qu'il puisse réaliser et mettre à disposition une cartographie, finalement, des données patrimoniales qu'il pourrait avoir et les remettre à des maîtres d'ouvrage qui seraient susceptibles d'intervenir sur sa voirie. Et seulement s'il n'y a pas d'informations déjà existantes, alors le maître d'ouvrage va passer une commande auprès de son opérateur de repérage pour obtenir ce fameux RAT et transmettre les éléments à l'entreprise de travaux pour que l'entreprise de travaux puisse, en fonction, mettre les protections individuelles et collectives adaptées. Voilà, et donc juste en conclusion, ce que je disais, Protis, nous, on accompagne l'ensemble des professionnels au travers d'une solution Diamatis qui permet justement d'instruire ce risque amiante pour les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux et les collectivités. Voilà, super, on peut applaudir Alexandre. Merci Alexandre. Oui, ça faisait longtemps, il y a plein de questions qu'on a pour toi, pour le public qui est effectivement à distance. Là, il y a une centaine de personnes qui sont connectées. C'est juste pour vous donner le nombre. Donc, cette nouvelle norme prend-elle en compte les sols pollués à l'amiante? Non. C'est une question de Jawad. Non. Alors, une autre question de Laure, qui est responsable en cas de remblai contenant de l'amiante? Là, on parle de responsabilité. Pour moi, c'est le maître d'ouvrage. En fait, dès qu'il y a des travaux sur les remblais, il y a exclusion. Et donc, c'est le maître d'ouvrage qui doit demander à l'entreprise de travaux de mettre en place les protections individuelles et collectives adaptées sans avoir, en présumant qu'il puisse y avoir de l'amiante. Alors, il y a une question de Christelle qui dit la norme NFX 4602 n'est pas encore à caractère obligatoire car elle n'est pas encore citée dans les arrêtés, mais elle devient la méthode de référence pour les opérateurs pour permettre de répondre aux obligations d'évaluation des risques déjà présents dans le Code du travail. Donc, effectivement, on voit, ce n'est pas encore en place, mais ça l'est. En fait, ce que dit le législateur, c'est qu'elle est désormais dans ce qu'on appelle le paysage réglementaire. C'est-à-dire que même si elle n'est pas encore de caractère obligatoire, elle existe. Et donc, les professionnels doivent se l'approprier, notamment les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage n'ont aucun intérêt à passer des CCTP sans prendre en considération cette norme. Sinon, les rapports qu'ils vont réaliser seront caducs dans les mois et années à venir. Alors, une question, est-ce qu'il existe une cartographie des retours de l'amiante naturelle présents dans les échantillons selon les régions, les départements, ou est-ce qu'on a commencé à cartographier un petit peu? Alors, il y a des travaux qui sont menés par le BRGM. Donc là, je ne sais pas exactement où ils en sont, mais l'objectif, et c'est ce que souhaiterait la DGT, effectivement, c'est de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des professionnels une cartographie sur l'amiante naturelle permettant de dire quelles sont les zones où on sait avec certitude qu'il n'y a pas d'amiante, quelles sont les zones où on sait avec, à l'inverse, certitude qu'il y en a, et les zones un peu floues. Voilà, merci Alexandre pour cette présentation. On peut applaudir.